à tous. Je m'appelle Romain Dillet de TechCrunch et on est là pour parler de valorisation de start-up. Alors, comment ça va? Peut-être vous pouvez vous présenter en 30 secondes. Bonjour, Claire Delarbre. Moi, je suis chez EY, le cabinet EY, qui est un cabinet d'audit, de transactions, et j'accompagne les entreprises qui ont besoin de savoir combien valent leur entreprise. Donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Bonjour à tous, moi je suis Marc-Antoine, je suis cofondateur et co-dirigeant d'une entreprise qui s'appelle EP. On édite une plateforme web qui, grâce au big data et à l'intelligence artificielle, vous accompagne dans la gestion de votre habitat. Donc pour ceux que ça intéresse, on a un stand là-bas, et pour ceux que ça n'intéresse pas, on a quand même un stand et il y a des bonbons. Donc on vous propose d'y aller. Bonjour, Maxime Girard, je travaille également chez EY. Moi, j'interviens auprès des entrepreneurs et des fonds d'investissement, auprès des entrepreneurs dans leurs projets de levée de fonds et auprès des investissements dans leurs audits d'acquisition auprès des startups. Donc, j'ai l'occasion de travailler régulièrement sur le sujet du business plan. Alors, peut-être pour commencer, comme à EY, il y a une double dimension vis-à-vis des startups, mais pas que. Est-ce que ça va être la même chose de valoriser une startup et une entreprise PME plus traditionnelle? Alors, clairement non. Clairement non. Et c'est vrai que pour vous, fondateurs de start-up, il y a toujours cette idée, combien vaut ma start-up? Alors, vous avez besoin de vous poser la question parce que vous allez peut-être lever des fonds, parce que ça vous intéresse comme tout chef d'entreprise. Clairement, on a souvent entendu des entreprises qui, même sans avoir un euro de chiffre d'affaires, voire de résultats, peuvent être valorisées quelques millions. C'est pas nouveau. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Si on se replonge il y a 15 ans en arrière, au moment des années 2000, on avait déjà les dot-com qui avaient fait tourner la tête de plus d'un évaluateur comme nous, où justement les fondamentaux, on ne les retrouvait plus. Les fondamentaux de valorisation d'une entreprise, c'est avant tout sa capacité à générer du résultat, à présenter un business model relativement établi, où le risque, l'incertitude est assez mesuré ou limité. Tout ça, vous voyez, ce n'est pas vraiment l'environnement des startups. L'environnement des startups, c'est bien caractérisé par une incertitude forte. L'avenir est à écrire. Il y a des choses qui s'écrivent petit à petit, mais en tout cas un potentiel très très fort. Donc derrière, pour valoriser une entreprise startup, ça ne va pas du tout être la même chose qu'une entreprise, on va dire, plus classique. Les entreprises plus classiques, vous l'avez peut-être entendu, ça va consister, on va dire, deux grandes approches à se dire quelle va être sa capacité à générer du résultat dans le futur. Alors bien sûr, c'est votre objectif aussi à vous. Mais pour ça, pour que ça soit crédible, pour que ça soit réaliste, il faut que justement on soit capable de prédire ces résultats qui vont être faits. Donc ça, c'est les premières approches. Et les autres approches, c'est de se dire, il y a des sociétés qui sont cotées en bourse, ce n'est pas que des grandes sociétés qui sont cotées en bourse, il y a des sociétés qui ont été rachetées ou qui ont fait l'objet de levées de fonds, elles ont été valorisées soit sur le marché boursier, soit lors de transactions, et peut-être elles ont été valorisées à X fois le chiffre d'affaires, s'il y en a un. Si on est dans le web, certaines fois j'ai vu nombre de clics, valorisé au nombre de clics. Ça, c'était plutôt vers 2000, plutôt. Voilà, exactement, dans les années 2000. Donc, c'est trouver un inducteur, un multiple qui puisse caractériser. Mais voilà, pour la start-up, c'est bien ça le problème. On ne dégage pas encore de chiffre d'affaires, on a quelques salariés, donc comment pouvoir faire ces multiples? Donc, c'est vrai que les méthodes traditionnelles sont vraiment réservées, on va dire, aux entreprises qui sont plutôt matures. Et pour tout ce qui est start-up, ça ne va pas vraiment se passer comme ça. Et l'aspect finalement chiffré, quantitatif, certes est important, mais va être passé peut-être en deuxième par rapport aux aspects qualitatifs du projet qui va être porté par la start-up. Et peut-être parlons d'expérience de terrain. Est-ce que c'est ce que tu as constaté, toi, dans les faits? Est-ce qu'on a regardé ton EBITDA et on a voulu faire un multiple pour avoir une valorisation? Ou est-ce qu'on a regardé les autres entreprises dans ton secteur qui avaient des valorisations à peu près équivalentes? Ou est-ce que même on n'est pas arrivé à un processus d'enchère entre investisseurs
à celui qui donnera la valorisation la plus intéressante. La valorisation, elle a été faite par rapport à la capacité de l'entreprise à générer du cash dans les 2 à 3 années suite à la levée de fonds qu'on a faite. Mais nous, on a une histoire un peu particulière parce qu'on a fondé la société avec Yann et Pierre en 2007. Et donc, on est passé à peu près par tous les stades du financement de l'entreprise. On a commencé par mettre de l'argent nous-mêmes et avec tata, tonton, papa, maman qui nous ont aidés, ce qu'on appelle de la love money. On a tout de suite fait appel aux banques puisqu'on a été lauréat du réseau Entreprendre. Donc le réseau Entreprendre nous a appelés et du coup les banques nous ont un peu accompagnés au départ. Ensuite, on a fait ce qu'on appelle faire entrer des business angels, des gens qu'on connaissait de notre réseau qui ont mis de l'argent. Et donc, on a construit ce financement d'entreprise. Et il y a eu un acteur très important que je tiens à souligner, c'est BPI. BPI Innovation nous a beaucoup aidé. Et en France, c'est Xavier Niel qui disait que c'était une entreprise... Enfin, beaucoup de gens pensent qu'on n'est pas un pays facile pour s'implanter et pour créer des entreprises. Or, c'est faux. Et nous, on en est l'exemple même parce que... Xavier Niel va même plus loin et il dit que la France est un paradis fiscal pour les entrepreneurs. Ouais, non, mais il a raison. Nous, BPI, et notamment BPI Innovation, nous a énormément aidé dans le financement de l'entreprise. Et si en 2014, on a fait une levée de fonds avec une mutuelle, la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, pour ne pas la nommer, c'est en grande partie parce que grâce à BPI, on en est arrivé là et BPI a continué et continue à nous soutenir. Alors, du coup, nous, on est un peu particulier pour répondre à ta question, c'est qu'on a créé l'entreprise en 2007 sur une logique B2C et comme on n'a pas trouvé notre marché, on a fait un premier pivot et on est passé en B2B2C pour pouvoir financer cette croissance. Et en 2014, du coup, on a fait une levée de fonds avec la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale et on est revenu à notre modèle B2C. On est un peu tenace et on a fait ça. On a fait rentrer au capital cette mutuelle-là pour justement financer ce projet-là. Donc en fait, on était en pivot. Et depuis 2014, d'ailleurs, on est en train d'opérer un pivot puisqu'on est passé de la partie économie d'énergie à la partie gestion de l'habitat. Donc pour la valorisation et pour répondre, il y a eu énormément de critères qui sont rentrés en compte et la plupart sont complètement irrationnels puisqu'ils ont regardé d'où on venait, ils ont regardé l'équipe évidemment puisque c'est une partie qui est super importante. Il ne faut jamais oublier que tout seul c'est très compliqué et que les investisseurs regardent toujours l'équipe. Est-ce que l'équipe est solide et complémentaire et surtout, enfin moi par rapport à ça, j'insiste sur l'équipe puisque nous, si on a fait ça, c'est parce qu'on est 3. Il y a Yann, il y a Pierre, il y a moi. On est très complémentaires et on avait décidé un modèle de management qui est un modèle de management un peu particulier puisqu'on avait créé une holding dans laquelle on est 3 et on est à un tiers et on ne peut pas décider s'il n'y a pas l'unanimité des voix. Il ne peut pas y avoir de 2 contre 1. Donc tous les conseils nous avaient dit faites surtout pas ça, ça ne marchera pas. Tous les conseils nous avaient dit il va falloir changer ça, ça ne marchera pas. Y compris le conseil de l'investisseur nous avait dit moi ça me va pas, il va falloir changer. Et on a maintenu et on a ce que disait hier Oussama de The Family, c'est vous avez une direction, maintenez-la. Et nous on a maintenu ça et on s'est dit on peut pas changer puisque c'est l'ADN même de l'entreprise. On n'a pas changé. Et 18 mois après la levée de fonds, j'ai entendu le conseil de l'investisseur dire que effectivement aujourd'hui on avait bien fait de maintenir ce cap-là parce que c'était quelque chose qu'il considérait d'extraordinaire dans son sens premier. Donc pour la valorisation de l'entreprise, au-delà de ça, ils ont appliqué une méthode qui était une valorisation des flux futurs à venir de l'entreprise et donc sa capacité à être capable de générer du cash dans les 2 à 3 et non pas dans les 5 à 10 années à venir mais dans les 2 à 3 années à venir. Puis le dernier point qui est important, c'est que souvent quand on finance son projet, on le finance aussi pour un projet de base et en général celui qui génère du cash, c'est jamais celui pour lequel vous avez financé votre entreprise. Très bien. Et du coup, est-ce que peut-être avec la perspective EY, est-ce que c'est une bonne chose finalement de se dire qu'il faut regarder les perspectives de générer du cash dans les 2 à 3 ans? Et est-ce que c'est applicable pour toutes les boîtes? Parce qu'il y aura peut-être des startups qui, ça va prendre 10 ans, ne vont pas générer de cash, quoi. La question, c'est en effet, il y a une question d'horizon de lisibilité. C'est-à-dire à partir de quel moment on est capable de projeter ces flux. Je dirais ce travail-là, on ne peut le faire qu'à partir du moment où on a un produit et on a les premiers indicateurs d'une traction, des premiers clients, etc. Avant,
et on l'entendait déjà hier, finalement, tant qu'on n'a pas de produit, on n'est pas vraiment une start-up. Et surtout, on va passer du temps, parce que travailler son business plan et faire ce travail de projection, ça consomme pas mal de temps, c'est important. Donc avant ça, c'est pas la peine de faire ce travail. À partir du moment où on a ses premiers clients, on a des métriques sur son business. Si vous êtes dans le SaaS, vous allez commencer à comprendre comment vous réussissez à convaincre des clients, quels sont vos coûts d'acquisition, quel est votre taux de churn, voilà, tout un tas d'indicateurs que vous allez commencer à pouvoir à modéliser. Et ça, les investisseurs vont vous le demander. Parce qu'ils vont faire un travail d'assessment sur l'équipe. Le premier qu'ils vont regarder, c'est la qualité de l'équipe. Puis après, ils vont aussi tomber dans une réflexion un peu rationnelle pour comprendre le business model de l'entreprise. Et ils vont rentrer un peu dans le détail de la mécanique. Et ça, c'est souvent à l'entrepreneur de le faire. Et plus il est préparé, plus il a un business plan solide, construit sur des KPIs qui sont les KPIs de son industrie, plus il sera crédible. Je travaillais récemment sur un projet où l'entrepreneuse avait fait un travail hyper détaillé depuis le début de son histoire, avec un business plan vraiment très détaillé, à la fois sur les revenus mais aussi sur les coûts. Et ce business plan, elle l'actualisait au mois le mois, avec les chiffres réels. Ce qui fait qu'on est capable de challenger l'ensemble de ces hypothèses sur la base de sa réussite passée, et de regarder aussi vers l'avant et de comparer l'évolution de son coût d'acquisition, l'évolution de son churn rate, etc. Ça lui permet d'avoir un discours hyper cohérent entre l'histoire qu'elle raconte et sa vision de son entreprise dans 2-3 ans, et ça lui permet de démontrer qu'elle maîtrise réellement l'ensemble des sujets sur son business model. Donc, ce travail-là, pour répondre à la question, on le fait à partir du moment où on est à l'aise sur les métriques qu'on va pouvoir monitorer. Avant, le temps, il faut le consacrer au développement du produit. Je pense que notamment Oussama, que tu citais tout à l'heure, l'a mentionné hier. C'est un point important. Alors revenons au gros mot que tu as mentionné, business plan. Tu conseillerais à une start-up aujourd'hui de passer du temps tous les mois à actualiser son business plan dès la première année ? Alors, pas dès la première année. À partir du moment où vous avez des gens qui vont vous le demander, parce que c'est aussi peut-être un avantage ou un défaut de l'écosystème français, mais il y a plein de gens qui vous demandent un business plan, les banques, BPI, les investisseurs, parfois des clients qui vont vous le demander. Et toi, tu veux dire que ce n'est pas une perte de temps de passer du temps à produire un business plan ? Je ne dis pas de traquer des métriques importantes, tu vois, au niveau, tu l'as dit, les coûts d'acquisition, le churn et compagnie, tout ça c'est très important, mais de produire un document... Alors, ça peut être painful, en effet, mais il faut savoir en faire un outil de pilotage. C'est-à-dire, si vous faites un business plan juste pour en faire un, pour satisfaire un stakeholder, une banque, un actionnaire, etc., c'est sûr, ça ne va pas vous servir à grand-chose. Si vous en faites un outil de pilotage qui vous aide aussi dans la conduite de la stratégie, est-ce qu'à un moment donné, ce que j'avais projeté et mes métriques actuelles montrent qu'il faut que je pivote parce que mes coûts d'acquisition ils sont trop élevés, mes clients ils sont pas assez fidèles, il y a quelque chose qui va pas dans mon modèle, il faut que je bascule d'un modèle B2C à un autre modèle. Si vous avez fait ce travail-là, vous serez bien content d'avoir passé un petit peu de temps. Ça, c'est sur les métriques. Il y a toute une partie projection aussi sur les business plans et compagnie. Sur une start-up, c'est quand même difficile de prévoir en dehors de la technique du doigt mouillé, on va dire. Ouais. La question que tu poses, finalement, elle est plus celle de l'horizon. C'est jusqu'à quel horizon il faut faire ce travail-là. Le travail dans le détail, il est important de le faire sur un horizon d'1 an, les mois devant. C'est quoi mes objectifs à 6 mois, à 1 an, et qu'est-ce que j'ai comme pipe de contrats, quelles sont les tendances d'acquisition de clients que j'ai actuellement, est-ce que c'est cohérent avec ce que je projette à 1 an. Au-delà, on peut rentrer dans une mécanique beaucoup plus légère. Peut-être que Claire, tu as un point de vue là-dessus. Oui, c'est aussi de se dire pourquoi je fais un business plan. Les idées clés, je pense qu'on cherche à faire passer à nos clients, c'est que à quoi va servir le business plan ? C'est de mettre en avant votre besoin de trésorerie. Vous avez besoin de lever des fonds, vous avez besoin de savoir, mettre en évidence le besoin de trésorerie. Et pourquoi il y a un besoin de trésorerie ? Quels sont les coûts à financer ? C'est quoi les investissements à financer ? Donc ça, c'est vraiment important, ce besoin de trésorerie. Deuxième élément, souvent ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est le point mort. Le point mort, c'est
à partir de quand vous allez faire du résultat compte tenu de votre structure de coût. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important, et quelque part, c'est quoi la montée en puissance qu'il faut avoir pour que vous commenciez à faire du résultat et vous donner de la marge de manœuvre pour continuer à progresser. Troisième élément, c'est ce qu'on va appeler le cash burn, qui est quand vous avez levé les fonds, pendant combien de temps vous allez pouvoir tenir avec cette levée de fonds. Si vous tenez avec cette levée de fonds pendant quelques mois, c'est vrai que ça va peut-être être plus compliqué pour convaincre des investisseurs. Donc ces trois éléments-là, c'est des choses qui doivent vous guider dans la manière de vous projeter dans le business plan. Donc bien évidemment, c'est compliqué, mais à partir du moment où on met des objectifs à ce business plan, à quoi ça va me servir, c'est là où ça devient intéressant. Et puis quelque part, c'est aussi un vrai complément à ce que tu disais, c'est-à-dire c'est de faire coïncider du quantitatif avec l'histoire que vous avez racontée. Vous avez une idée originale, vous avez un potentiel, un nouveau marché, vous avez des alternatives pour vous développer, tel scénario, tel scénario, tel scénario, et le business plan est là pour quelque part donner de la matière et bien éclairer et bien être consistant. Ce qu'on disait tout à l'heure sur la crédibilité, je crois que c'est vraiment le mot fort, la crédibilité, la confiance que vous donnez aux investisseurs, elle est à la fois qualitative et également quantitative. Et si vous donnez du sens à votre business plan en vous disant à quoi il va me servir, c'est là où il va être vraiment intéressant et utile. Moi, je rajouterais une chose qui est vachement importante pour revenir aussi au thème, c'était comment bien valoriser votre start-up, c'est que c'est aussi une histoire de timing. Alors, vous allez croire que j'ai vu que Oussama hier, mais il en a parlé hier aussi, c'est qu'une start-up, c'est aussi une histoire de timing. Et que vous avez beau avoir un produit, une technologie, vous avez beau avoir des premiers retours, il ne faut pas oublier d'abord qu'il faut avoir des clients, qu'à partir du moment où vous avez des clients, déjà, vous existez plus, mais c'est surtout comment vous fixez votre objectif qu'on appelle la borne, la milestone, qui est de dire est-ce que c'est maintenant que je dois aller lever des fonds pour valoriser mon entreprise? Parce que si vous vous dites tiens, j'ai acquis 1000 clients et j'ai commencé à faire 10 000, 20 000, 30 000 euros de chiffre d'affaires, vous allez sûrement intéresser des gens, mais ils vont vous dire ok, moi ça m'intéresse, mais là je vais te valoriser 1, 2, 3, 4, 5, je ne parle pas de millions d'euros, hein, je parle peu importe l'échelle. Par contre, si vous vous fixez en disant ben voilà, moi je vais me donner 12 mois, 18 mois, 24 mois, peu importe, hein, c'est à vous de fixer cet objectif-là, et ma borne, ma milestone, c'est de dire je vais acquérir 10 000 clients et je vais faire 200 000 euros de chiffre d'affaires. Et ben c'est à ce moment-là qu'il faudra aller voir votre investisseur et c'est à ce moment-là qu'il faudra faire la levée de fonds. Parce que si vous le faites avant, vous allez vous faire manger. Si vous le faites au moment où il est opportun de le faire, à ce moment-là, vous allez bien pouvoir la valoriser. Et je pense que c'est vachement important finalement de se fixer ce temps de son entreprise en se disant à quel moment, enfin quel est le bon moment pour pouvoir aller lever des fonds. Et alors, sur les business plans, on a toujours quand même ce fameux scénario où on a prévu des choses et ça se passe pas comme on l'a prévu. Comment réagir dans ces cas-là et comment se dire, est-ce qu'on s'est trompé sur le futur de son entreprise? Est-ce qu'il faut tout simplement revoir sa copie? Comment ça se passe dans ces cas-là? Alors juste je vais te donner l'expérience déjà, à moins que j'espère que j'ai pas de banquier, de mon banquier dans la salle, mais en général il y a 2 business plans. Il y a celui qui est écrit et théorique avec lequel on discute quand on discute avec les banquiers, et puis après il y a celui qui est sous la table, qui est sous la table si tu veux, ouais, et celui avec lequel on discute avec nos troupes, avec nos associés pour réellement suivre le développement. Donc du coup forcément quand moi je connais pas, ou alors il est vraiment très très fort, celui qui est dans son business plan, il est quand même balèze, parce qu'en général on est en dessous parce qu'on est toujours très très ambitieux. Certains sont au-dessus, ça arrive, il y a des belles histoires, mais celui qui est en plein dedans, c'est assez compliqué. D'accord. Et alors, moi j'ai une petite histoire à raconter assez intéressante. C'était sur une histoire avec la BPI justement. Et donc ils avaient fourni un business plan et puis des documents sur ce que faisait leur start-up. La BPI les avait refusés en fait. Ils avaient dit désolé, on ne peut pas vous aider. Et ensuite ils avaient inventé quelque chose complètement qui n'avait rien à voir. Et la BPI a dit bon bah d'accord, on va vous accorder de l'argent. Et donc est-ce que finalement c'est pas un peu faux tout ça, tous ces documents, avec la banque, avec la BPI ou avec des investisseurs qui une vision assez restreinte du marché des startups qui vont tout de suite vouloir faire de l'argent? Est-ce que finalement tout ça, on n'est pas en train de jouer une grande mascarade
à faire des business plans pour convaincre des personnes qui ont envie d'avoir un document sous les yeux, mais qui finalement ne va pas avoir une incidence forte sur l'entreprise, quoi. Faux, c'est pas le terme, en fait. Effectivement que c'est pas forcément toujours très réaliste, mais en même temps, c'est indispensable parce qu'il faut bien qu'on discute autour d'une base. Et qu'à partir du moment où on n'a pas créé cette base pour discuter, à un moment donné, on n'aura pas notre capacité à mesurer ces écarts-là, quoi. Ils sont positifs, ils sont négatifs, mais au moins on part d'une base. C'est-à-dire que sinon, on ne peut pas piloter. Et on ne peut pas piloter, ce que je disais sous la forme de l'humour, qu'il y avait 2 business plans, c'est pas tout à fait vrai. C'est qu'à un moment donné, il faut quand même avoir quelque chose qui nous serve de base pour pouvoir discuter les écarts, quoi. Et puis, quand on parle de business plan, on ne parle pas que de chiffre d'affaires et de traction, mais on parle aussi de moyens humains qu'on va mettre en œuvre. Et c'est un bon moyen d'exprimer sa feuille de route sur le plan du recrutement. Une start-up, si elle a vocation à grandir, il va falloir qu'elle se structure. C'est souvent un challenge pour les entrepreneurs, de passer d'une boîte de 5, 6, 10 personnes dans laquelle tout le monde se connaît, à un horizon de 2-3 ans, ou parfois plus court, 30, 50 personnes. Comment on écrit ça? C'est quoi la feuille de route? À quel rythme on recrute les gens? Sur quel profil on va? Combien ça va nous coûter? Parce qu'il y a peut-être des profils un peu plus chers que d'autres. Et donc l'exercice du business plan et sa traduction dans un document qui s'échange entre les parties prenantes au projet, c'est indispensable pour se poser les bonnes questions et faire ce travail d'introspection. Comment je vais structurer mon middle management? De quel profil j'ai besoin? Est-ce que je vais mettre beaucoup de temps à trouver ces profils sur le marché parce qu'ils sont rares, notamment en termes de développeurs, etc. C'est aussi à ça que sert le business plan et pas simplement, entre guillemets, voilà, assurer un facing qui peut être le mauvais côté de la chose, mais il faut le prendre aussi comme un exercice introspectif. Je pense que dire qu'il y a de la subjectivité et de l'irrationalité, il faut dire oui. Donc on ne peut pas se voiler la face et je pense que ce n'est pas la peine de dire que tout est rationnel. La valorisation d'une entreprise plus mature, là on cherche à être objectif et rationnel et dans les levées de fonds ou les transactions, c'est ce qui se passe. Dans les startups, ça ne va pas être le cas. Maintenant, justement, c'est de se dire ça ne part pas dans tous les sens et comme tu le disais, c'est de montrer que pour faire une idée, pour faire un projet, on va avoir besoin d'investir, on va avoir besoin de dépenser et qu'on s'ancre dans la réalité. Quand on veut recruter quelqu'un qui fait de la programmation en Java, ça coûte effectivement X milliers d'euros par an. Donc cet exercice de business plan, c'est aussi s'ancrer dans la réalité. Je crois ce qui est très important, c'est dans la réalité des coûts, plus que dans la réalité des projections de revenus. Mais c'est de se dire, pour mettre en place une structure qui peut décoller, combien ça va me coûter? Combien ça va me coûter? Donc j'ai besoin de le financer. Et j'ai besoin de le financer parce que après j'ai raconté mon histoire sur qu'est-ce que ça va me rapporter. Après, ce qui est vrai, c'est qu'on a aujourd'hui, je pense que l'écosystème et l'environnement financier est assez favorable aux startups. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de liquidités. Ça, bien sûr, ça participe à des valorisations plutôt dans une tendance haussière. À partir du moment où on est sur justement quelque chose d'émergent, il y a beaucoup d'incertitudes et l'incertitude, elle va dans les deux sens, c'est-à-dire des périodes où ça va être très haussier, très favorable, et puis des périodes, à l'inverse, très défavorables. Donc, c'est vrai qu'en levant les fonds, votre valorisation, voilà, il peut y avoir des choses intrinsèques que vous aurez défendues, mais il y a des choses que vous ne maîtriserez pas. Il y a des choses de l'environnement de l'écosystème que vous ne maîtriserez pas. Ça, c'est évident. Et la tendance haussière qu'on a aujourd'hui, elle pourrait se retourner. Bien évidemment, selon le moment où vous ferez vos levées de fonds, si vous avez prévu plusieurs tours de table, aujourd'hui c'est favorable, est-ce que dans 18 mois, 3 ans, ça le sera toujours? Voilà. Maintenant, c'est plutôt de se dire, je garde le cap. Justement, je ne suis pas uniquement sur l'environnement, mais je garde le cap pour bâtir mon projet et l'ancrer dans la réalité. D'accord, très bien. Et alors, j'ai quand même une déconnexion dans le milieu des startups, puisque beaucoup d'entrepreneurs vont aller chercher un rachat, ou pour la plupart, on va dire. Pour les meilleurs d'entre eux, vont aller chercher une entrée en bourse ou quelque chose comme ça, parce que la startup, dans ses naissances même, est une structure instable qui a vocation à devenir autre chose derrière. Donc, comment expliquer
moi, j'aimerais bien voir, par exemple, le business plan d'une entreprise comme Instagram, qui s'est fait racheter plus d'1 milliard de dollars, sachant que leur équipe tenait dans les premiers bureaux de Twitter, mais pas les premiers bureaux, la salle de réunion des premiers bureaux de Twitter. C'était 4 ou 5 autour d'une table. Il n'y a pas une déconnexion parfois entre ce que va chercher l'entrepreneur, son exit, et puis après la valorisation qu'un business plan tout à fait rationnel va déterminer, quoi. Je pense que là, c'est justement le fait de se dire, il y a une transaction et dans quel contexte c'est. Là, c'est très intéressant parce que justement, c'est une transaction où c'est un autre acteur qui va avaler, agréger une entreprise. Et là, du coup, dans la valorisation, qu'est-ce qui va ressortir? C'est aussi la complémentarité qu'il peut y avoir. Autant quand vous êtes avec un fonds d'investissement, bien évidemment, il va mettre le pied à l'étrier, il va apporter l'investissement, mais déjà, il va rester minoritaire. Et il n'y a pas cet aspect complémentarité de business, et complémentarité d'équipe, complémentarité de produits, etc., les fameuses synergies, même si dans les transactions, il y a des dissynergies. Et alors que quand on va racheter, que ce soit une start-up ou quelque chose de plus établi, il y a cet aspect de complémentarité qui se retrouve dans la valorisation. C'est-à-dire qu'au-delà de la capacité de l'entreprise toute seule à générer ces fameux flux de trésorerie, il y a les flux de trésorerie, les résultats qui peuvent être générés par l'addition des deux. Et c'est ça, cette capacité à pouvoir, grâce aux moyens complémentaires qui vont être donnés, à décupler la valorisation. Maintenant, dans l'aspect irrationnel, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de liquidités, parce qu'il y a un engouement très fort pour tout ce qui est tech, dans tous les secteurs qui se développent. Dès qu'on met un tech, on a l'impression que ça multiplie par 2 la valorisation. Voilà, il ne faut pas se le cacher non plus. Donc c'est aussi aujourd'hui, mais parce que, comme toute, on va dire, un peu révolution, à un moment donné, c'est de se lancer pour y aller et de se dire que l'avenir est à écrire, donc il y a peut-être la pépite. Il ne faut pas oublier que les Google, les Facebook, ils ont résisté au crack de tout ce qui était .com des années 2000. Donc on en a aussi oui, Facebook n'existait pas à l'époque, mais oui. Sorti des géants, en tout cas du web, qui sont issus de cette période, même s'il y a eu énormément de casses et énormément d'entreprises qui ne se sont jamais développées, sur lesquelles il y avait eu des valorisations très fortes. Donc, peut-être un dernier mot avant qu'on passe aux questions du public. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus? Non, moi j'ai juste un mot à rajouter, c'est que quand on parle de valorisation de la start-up, c'est simplement on parlait de la chose la plus importante, c'est qu'il faut aussi parler de ce qu'on appelle l'equity story. C'est quoi finalement la répartition du capital, c'est quoi la géographie du capital, et souvent, et moi je voulais le dire là, et puis en termes de dernier mot, c'est qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'on a tous l'impression que si on n'a pas 51% du capital, on va perdre le pouvoir. Or, c'est faux, puisqu'il existe tout un tas de techniques. C'est comme l'informatique est à la disposition du projet. Là, de la même manière, il existe X dizaines ou centaines de possibilités pour pouvoir largement ne pas avoir la majorité absolue du capital et garder le contrôle de son entreprise et garder le pouvoir de décision. Et on peut très bien descendre bas. Donc, du coup, il vaut mieux laisser rentrer quelqu'un au capital et se faire un peu grignoter au départ. Par contre, il faut savoir gérer sa capacité à se reluer. Et donc, il faut négocier avec les investisseurs au moment où il rentre, la capacité à pouvoir remonter en capital si on atteint les objectifs et du coup ces fameux milestones qu'on s'est fixés ensemble et ces points d'étape là. Donc ça c'est important parce que beaucoup vont dire non, moi c'est le grand méchant loup qui rentre et je vais avoir peur de me faire manger. Or c'est pas le cas. Oui, et puis au niveau des droits de vote et de la constitution du board et compagnie. Oui. Ouais. Ce qu'on voit finalement, c'est que souvent, c'est vrai que la dilution, c'est quelque chose qui, pour le fondateur, est souvent quelque chose qui peut crisper les discussions. Donc souvent, c'est de dire, n'ayez pas d'idée arrêtée, ni sur la valorisation, ni sur la dilution. En tout cas, au moment du tour dont on est en train de parler. C'est vrai qu'il vaut mieux, quelque part, accepter un peu plus de dilution, mais avoir les moyens d'avoir convaincu un investisseur qui va vous permettre de vous développer, de créer de la valeur, pour que demain, l'entreprise, elle passe la marche que vous vouliez franchir. Ce qu'on voit, grosso modo, c'est qu'en général, la dilution, quand on est en amorçage, ça va être entre
15 et 40%. On va dire que 15-20, c'est en général le minimum, et 40, c'est vraiment beaucoup, et que c'est autour de 20-25%. Derrière, la valorisation, vous l'avez, parce que quelque part, vous allez lever peut-être 500 000 euros. Avec la dilution que vous aurez, vous avez la valorisation de votre entreprise. Mais c'est comme ça que se fait effectivement les discussions. C'est d'avoir convaincu l'investisseur sur votre idée, sur vos besoins de trésorerie, à quoi ils vont servir, et derrière la discussion autour de la dilution. Et c'est vrai qu'il vaut mieux être moins gourmand au début et vous donner la possibilité de vous reluer en deuxième tour de table en ayant atteint les objectifs que vous vous étiez fixés, qui ont pu être mis en place avec des BSA ou des autres types d'instruments financiers qui vont jalonner, on va dire, les succès de l'entreprise. Oui, aujourd'hui, sur les tours de table d'amorçage ou suivants, finalement, la valorisation, c'est un sujet qu'on pose toujours à plus tard, parce qu'on utilise des outils, des instruments financiers qui permettent de rebattre les cartes à la sortie. En fonction de l'histoire, en fonction de la performance, si le VC est satisfait ou pas de son retour sur investissement. Il y a des dispositifs qui permettent de répartir la valeur en fonction de l'histoire. Si l'histoire n'a pas très bien fonctionné, on aura plutôt tendance à redonner de la valeur au VC parce que ça lui permet de mettre une forme de plancher à son risque. Et à l'inverse, si l'opération et l'histoire surperforment les attentes, là en général on a des dispositifs qui font en sorte que, tout le monde est motivé à faire en sorte que ça arrive, et tout le monde est content à la sortie.